à me rejoindre nos intervenants qui étaient scotchés face à cette vidéo. Nathalie Auger, adjointe à la dynamisation commerciale, événementielle et tourisme à la ville de Mantes-la-Jolie. Alors, montez de ce côté-ci. Hop, voilà, pardon. Frédéric Bonneau, directeur général de la SEM Saint-Denis Commerce. François Huchot, chef de service de projet renouvellement urbain à Amiens Métropole. Et Pascal Madry, directeur de l'Institut pour la ville et le commerce. Bonjour, installez-vous. Et vous pouvez les applaudir, voilà, pour cette montée de scène, pour cette dernière table ronde de la matinée. Voilà, et vous pouvez continuer à poser vos questions. Parfait, on est coordonnés commerce@enrue.fr et puis effectivement, on reçoit vos questions et je les reçois sur ce téléphone, ce qui nous permet de poser à nos intervenants vos questions. Bienvenue, merci d'être ici pour cette deuxième table ronde qui va être plus projet, plus territoire. On va prendre la direction de Mantes-la-Jolie, d'Amiens et de Saint-Denis, comme ça a été expliqué il y a quelques instants. Mais tout d'abord, Pascal Madry, vous êtes le grand témoin de cette séquence et de cette table ronde. Avant de commencer à échanger autour des trois projets, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi consiste votre mission et nous expliquer ce qui vous a conduit aussi à vous intéresser et à vous engager sur ces questions ? Alors, bonjour à toutes et à tous. L'Institut pour la ville et le commerce, c'est une association qui a pour vocation de regrouper, on va dire, tous les acteurs de l'aménagement commercial. Donc, on trouve dans cette plateforme à la fois des investisseurs, des promoteurs, des aménageurs, des collectivités et les commerçants, bien sûr, dans toute leur diversité, à la fois les indépendants et les enseignes. Et ensemble, nous travaillons à documenter les évolutions de la consommation et des formes de commerce dans la ville. Et alors, quand je dis ville, ce sont les centres-villes, les périphéries, le rural isolé, et donc aussi les quartiers de la politique de la ville, alors qui nous intéressent à plus d'un titre parce que sont en fait des territoires pionniers. D'abord dans l'émergence des politiques territoriales. Il faut se rappeler que la première grande politique d'équipement commercial à grande échelle en France, ce sont les UP. Alors, elles se sont un peu ratées parce que quelques années après, il y a une circulaire Sudreau-Fontanet, donc c'était dans les années 60, qui a dit on construit de l'habitat, mais il ne faut pas oublier non plus les rez-de-chaussée et le commerce, et donc encourageons la création de commerce. Mais voilà, c'est le premier texte d'urbanisme commercial. Il est né avec les quartiers de la politique de la ville. Ce sont aussi les premiers quartiers qui ont connu des phénomènes de vacances. On l'oublie, mais la question commerciale s'est invitée dans les grands ensembles bien avant leurs difficultés sociales, en fait dès les années 60, parce que c'est un peu un comble pour l'époque. On les a pensés juste avant l'arrivée de la grande distribution. Et dès le départ, le commerce dans ces quartiers était anachronique et donc en difficulté dans les années 60. Donc voilà, première question commerciale, je dirais, posée dans ces quartiers. Et puis, ce sont aussi les quartiers d'innovation en matière d'outils, de redynamisation commerciale. Il faut voir que les foncières de revitalisation dont on parle aujourd'hui, qui font un peu l'actualité sur les sujets notamment de maîtrise foncière, sont nées avec l'EPARECA. Les PARECA, ça date du pacte de relance pour la ville de 1995, un établissement public qui a commencé à œuvrer dans les quartiers dans les années 2000 et qui a inspiré, je dirais, aujourd'hui la plupart des outils de maîtrise foncière. Donc vous voyez, les quartiers pionniers à la fois en matière de politique territorialisée, en termes de problématiques commerciales et aussi en termes d'ingénierie. En quoi est-ce différent pour une collectivité d'agir finalement pour la redynamisation commerciale en quartier prioritaire et hors quartier prioritaire ? Alors, cela a été un peu dit. On a d'abord des marchés de consommation qui sont totalement atypiques, avec en fait une énorme prime à la proximité. On dit souvent que la performance des commerces dans les QPV n'est pas au rendez-vous. Moi, je dirais plutôt le contraire, en fait. C'est que la situation du commerce aujourd'hui dans les QPV, à condition qu'il n'y ait pas de sujets de sécurité, de troubles d'exploitation, etc. En général, on a plutôt des acteurs très performants parce que travaillant avec des clientèles moins mobiles, cela a été dit, parce que un peu plus pauvres, un peu moins motorisés, une clientèle qui vieillit beaucoup plus vite aussi que dans les autres quartiers urbains, et donc une fabuleuse prime à la proximité dont profitent en premier lieu les moyennes surfaces alimentaires, les supermarchés,
pour qu'un supermarché fonctionne, il lui faut à peu près 5000 habitants à 300-500 mètres autour. Dans les quartiers de la politique de la ville, on peut avoir un supermarché avec 3000 habitants, du fait de cette prime de proximité. Les acteurs de la proximité, boulangerie, pharmacie, font souvent des chiffres d'affaires 2 à 3 fois supérieurs à la moyenne de leur profession. Et puis vous avez évidemment du commerce de niche. On a une population plus cosmopolite avec des modes de consommation diversifiés. Et ça fait aussi évidemment les affaires d'un certain type de commerce. Allez, premier tour de table pour parler de nos projets, direction le quartier du Val-Forêt à Mantes-la-Jolie. Avec vous, Nathalie Auger, bonjour. Oui, bonjour. Quelques mots pour présenter ce territoire et comprendre les enjeux dans ce quartier prioritaire. Alors, avant de comprendre la spécificité de ce quartier, il est important de revenir un tout petit peu en arrière sur sa création. Donc, créé dans les années 60, ce quartier se voulait un quartier modèle. Il a été construit avec cet objectif-là. Dans les années 70, il s'est étendu et c'est devenu une des plus grandes cités de France. Aujourd'hui, ce quartier a vieilli, n'a pas forcément très bien vieilli, au contraire, et a donné lieu à plusieurs vagues de réaménagement avec un en rue 1 qui se termine en 2015, qui s'occupait d'une partie nord, en rue 2 qui va nous mener jusqu'en 2032, qui va s'occuper du reste du quartier, et notamment de la centralité avec la zone commerciale du quartier. Et puis, s'il ne faut pas que j'oublie non plus, une Orcodine avec les PFIF qui, au-delà de tout ce qui est logement, réaménagement, etc., va nous permettre d'agir vraiment profondément sur ce quartier commercial qu'on appelle le CCM2, donc Centre commercial Mantes 2. Le commerce sur le quartier du Val-Forêt. Non, mettez le micro un peu plus près, pardon. Mettez juste le micro un tout petit peu plus près. D'accord. Merci. Donc, c'est un tissu commercial qui est très dense, avec à la fois un marché forain très important et un certain nombre de commerçants sédentaires. L'offre de marché forain, en fait, c'est 3 fois par semaine. Donc, c'est énorme. Il réunit plus de 250 commerçants. Il draine du monde au-delà de l'Île-de-France, puisqu'on a des gens du Havre, de Rouen, d'Amiens qui viennent. Certaines communes affrètent des bus pour leur permettre de venir jusque chez nous. Historiquement, ce marché était sur la dalle commerciale. Pour des raisons de sécurité, il a été un tout petit peu excentré, mais il reste vraiment à proximité. Donc, les deux types de commerce se répondent mutuellement. Ensuite, sur la dalle commerciale. Donc, tout à l'heure, on parlait des commerces qui étaient en bas d'immeubles. Nous n'avons pas ça, en fait. On a vraiment une zone commerciale, un carré commercial qui a été conçu en dehors de tout immeuble d'habitation, avec, là, je vais vous contredire, dès les années 60, un grand centre commercial, qui était le grand centre commercial de la région mantaise, qui s'appelait Parunis à l'époque, et un certain nombre de petits commerces autour. Donc, c'est 5 hectares, ça représente 5 hectares, 92 commerces, une vacance commerciale très faible, des loyers beaucoup plus élevés qu'en centre-ville. Voilà. Et donc, pour nous, un enjeu foncier très fort pour maîtriser, d'une part, ce qui va se passer dans ces cellules commerciales, parce que le centre commercial est une copropriété de personnes physiques. Bien souvent, il y a très peu de sociétés qui sont propriétaires de ces locaux, qui n'entretiennent pas leurs locaux. Souvent, ils ne sont pas exploitants pour la plupart, donc c'est pour ça qu'ils ne l'entretiennent pas en général. Et avec un taux de sous-location, mais effarant, il y a 1, 2, 3, 4 sous-locations quelquefois, donc, qui font monter encore les prix. Et puis également, l'entretien des espaces publics, puisque dans cette copropriété, vous avez également les espaces publics qui ont été confiés à la ville par un bail amphithéotique qui se termine en 2027, mais qui donc nous engageait jusque-là, avec des travaux très urgents nécessaires, notamment d'étanchéité et de lutte contre le risque incendie. Donc voilà un peu la spécificité de ce qui se passe chez nous.
Et on reviendra tout à l'heure pour voir la suite. Frédéric Bonneau, comment est née la SEM Saint-Denis Commerce et à quel besoin elle vient répondre? Alors, bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, merci pour votre invitation. La SEM Saint-Denis Commerce a 6 ans, 6 années d'existence. Elle a été créée en septembre 2019. Elle a eu pour premier objectif de travailler sur une revitalisation et une diversification commerciale dans le centre-ville de Saint-Denis. Et au fur et à mesure du temps, il a fallu élargir les objectifs, il a fallu élargir les chantiers, élargir les périmètres d'intervention géographique. Et aujourd'hui, la SEM compte donc une quarantaine d'actifs, principalement en centre-ville, mais commence à se développer sur d'autres territoires, notamment du fait de la récente fusion entre la ville de Saint-Denis et la ville de Pierrefitte-sur-Seine, qui forment comme une nouvelle depuis le 1er janvier 2025. Et donc là, pour le coup, la SEM a eu, si vous me passez l'expression, un nouveau terrain de jeu en la matière, avec le territoire de Pierrefitte sur lequel nous devons désormais intervenir. Une capitalisation de 5 millions d'euros, principalement portée par la ville de Saint-Denis, qui est donc la collectivité majoritaire au conseil d'administration, et la Caisse des dépôts, donc la Banque des territoires, qui est notre actionnaire de référence, si je puis dire, et avec lesquels nous travaillons au quotidien. Alors la SEM, c'est un peu le cas d'école de ce colloque, parce que tous les outils financiers dont nous avons parlé jusqu'à présent, la SEM en a bénéficié. Des prêts d'amorçage de la Banque postale et de la Banque des territoires à son lancement, des subventions de l'ANRU, du fonds de restructuration des locaux d'activité pour travailler un certain nombre de projets de remembrement de locaux, notamment en centre-ville, où nous avons un certain nombre de bâtis qui procèdent des quartiers dits anciens et dégradés, donc pas mal d'interventions en PNR-CAD, pas seulement en NPNRU, aussi en PNR-CAD, en centre-ville, sur lesquels nous avons donc sollicité et obtenu des subventions importantes qui permettent de financer les fameux déficits d'opération. Parce que oui, au départ, quand on fait de la redynamisation commerciale, il faut assumer des déficits, il faut assumer des premières années qui sont difficiles, mais qui peuvent petit à petit être meilleurs au fil des installations, au fil des réussites commerciales, au fil des chiffres d'affaires des commerçants qui se consolident. Et donc, parce que puisque la SEM Saint-Denis Commerce est aussi une foncière, permettent de développer ses revenus locatifs et qui lui permettent donc de supporter la charge de la dette, parce que vous imaginez bien que quand on fait de la maîtrise commerciale, les fonds propres ne suffisent pas, il faut recourir à l'emprunt. Le taux de recours à l'emprunt pour une opération sur une maîtrise foncière d'actifs à la SEM Saint-Denis Commerce, c'est 70%. Donc 30% en fonds propres, 70% d'emprunts. Et ces emprunts, je pense notamment aux prêts de renouvellement urbain de la Banque des territoires, dont nous sommes des bons consommateurs, je crois, et qui sont donc des prêts activables dans les QPV, justement, permettent à la SEM de pouvoir faire de la maîtrise foncière et de pouvoir installer des commerçants. Je termine juste sur cette histoire d'installation de commerçants. Elle est évidemment fondamentale. C'est notre ADN. Le premier rôle, c'est évidemment, allez, tant pis pour la métaphore guerrière, d'être le bras armé de la municipalité en matière d'action commerciale. Ça a été dit tout au long des interventions précédentes. Le maire a la compétence commerce, mais sans moyens, et notamment moyens financiers, pas seulement législatifs, réglementaires, législatifs, mais aussi financiers. La compétence commerce, elle est souvent très théorique. Et c'est vrai que le développement des foncières de revitalisation commerciale permet aux municipalités d'opérer des mouvements de maîtrise foncière beaucoup plus rapides que précédemment. Et je pense que c'est pour ça que ces outils se développent avec un certain nombre de soutiens. Donc, lutter contre la vacance, évidemment, éviter les implantations anarchiques. Le ministre parlait tout à l'heure de 2 laveries installées dans la même rue. Nous, clairement, on ne laisse pas faire ça. C'est-à-dire que quand on... Alors, les laveries à Saint-Denis, c'est pas ce qui manque. Donc, c'est pas précisément ce que le maire nous donne comme objectif, mais on a pour habitude, justement, de respecter un schéma d'implantation commerciale qui évite aux commerçants, notamment à nos locataires, de se tailler des croupières et donc d'avoir un développement commercial qui soit le plus harmonieux possible.
Merci. François Huchelot, pour prendre la direction cette fois d'Amiens. Est-ce qu'on peut parler donc quartier nord, place du Colvert, on va prendre cette direction. Où est-elle située cette place, et puis comprendre là aussi peut-être l'importance stratégique qu'elle peut avoir. C'est le cœur du quartier nord. C'est effectivement, je l'ai entendu beaucoup ce matin, c'est le centre commercial ancien. Il s'appelle le Colvert parce qu'il avait une forme de colvert. C'est pathétique presque. Il y avait 29 cellules commerciales et c'était totalement obsolète. Beaucoup étaient fermées. Et l'intervention, ça a consisté donc à une maîtrise foncière, acquisition des cellules commerciales et construction avec la NCT de 11 cellules commerciales sur rue lumineuses, éclairées, adaptées aux usages actuels des commerces. Je vous vois vouloir intervenir. Non, allez-y, je vous laisse. C'est donc le centre du quartier. Une chose aussi, peut-être sur laquelle j'aimerais insister un petit peu, c'est, vous l'avez dit, il y a une difficulté à aller travailler en renouvellement urbain sur les commerces. Et c'est vrai que l'ANRU 1 a un petit peu fait le tour, sans jamais taper au cœur. Et bon, il a bien fallu y aller sur le NPNRU. Et donc, il s'agit de démolir un centre commercial qui ne fonctionnait pas, qui était le cœur du quartier, le cœur des dysfonctionnements aussi. Et aujourd'hui, il est livré. Il y a donc 11 nouvelles cellules. L'ancien centre commercial est démoli. Le commerce est ouvert. Ça répond complètement à l'attente et à la première expression des habitants dans la concertation qui voulaient voir le cœur revivre. Donc pour le côté habitant, c'est déjà une réussite. Pour les commerçants, peut-être, c'est quelque chose aussi qui est encore en cours, si je puis dire. C'est que Madame Mialot avait introduit un petit peu tout à l'heure le sujet sur Amiens. Effectivement, on a été vite, ce qui est très bien et ce qui n'était pas facile sur le commerce, mais les relogements n'étaient pas finis, les bâtiments n'étaient pas démolis, les nouveaux logements qui viennent à la place des logements démolis forcément n'étaient pas construits non plus. Donc depuis la livraison 2022-2024 en 2 phases, pour les commerçants, ça peut être par moments difficile. Il y a du coup besoin d'un accompagnement renforcé. Il y a des choses très simples qui ont été faites. On a déplacé le marché pour qu'il soit devant les commerçants, donc une fois par semaine. Le marché qui est très important à Amiens aussi, fait vivre les commerces. On fait très très attention au sujet d'entretien, de sécurité, et les projets urbains, on a pour parler poliment, une pression pour les faire avancer vite. Il n'y a pas de maintien des friches. On reloge, on démolit, on construit. Et donc la promesse de renouvellement pour les commerçants, elle est importante aussi. Il n'y a pas que celle pour les habitants. Et donc cette promesse, elle est en cours d'être tenue. Elle n'est pas complètement finalisée, mais finalement, à l'échelle des temps de renouvellement urbain, livraison du dernier commerce en 2024, livraison du dernier logement, du dernier équipement, de la dernière rue, de la dernière piscine en 2027. L'écart n'est pas énorme. Je vais revenir un tout petit peu en arrière, François Huchelot, sur le centre commercial. Comment vous avez, vous parlez de concertation, comment vous avez travaillé, évalué quels étaient les besoins? D'ailleurs, vous avez, en une phrase, mais je veux bien un peu plus d'éléments sur les besoins précis, en tout cas, et les demandes qui avaient été faites des habitants sur ce projet. Et puis, comment vous l'avez travaillé concrètement? Comment vous avez, effectivement, vous avez expliqué, vous avez démoli ce centre commercial, vous l'avez reconstruit différemment, j'imagine. Comment et plus précisément? Alors, la concertation, j'ai presque envie de vous répondre avec des blagues. Ça vient très tôt et très vite, le commerce en concertation sur les projets de renouvellement urbain. Et en général, on va vous dire qu'on veut un fleuriste, un poissonnier, un horloger. C'est pas pour y aller, mais ça fait bien, quoi. Et donc forcément, ça suffit pas. Donc on a évidemment fait une étude de potentiel commercial. Ça qui a été porté d'ailleurs par la NCT. On s'est rapproché de la NCT pour devenir le porteur de ce projet-là. Parce qu'effectivement, ça demande des certitudes, ça demande un engagement sur le temps long. Et donc la NCT, c'était le partenaire parfait pour ça. Donc la concertation, c'est oui, il y a une urgence à revenir sur le commerce, mais après l'offre commerciale, ça c'est objectivé par des études. Il y avait un deuxième temps. Dans la deuxième question, c'était concrètement sur le centre commercial et ce projet. Comment vous l'avez travaillé, comment vous l'avez pensé? Dans le cadre d'un projet urbain, c'est le cœur effectivement du projet urbain. Toutes les opérations, toutes les voies créées viennent aboutir sur la place centrale, sur laquelle, sur rue, donne je crois que vous l'aviez en photo tout à l'heure, donne le centre commercial de la façon la plus classique possible. Et donc c'est vraiment, effectivement, c'est le cœur, on le voit sur la photo. Oui.
Sauf que ce que vous pouvez deviner, c'est qu'en face, sur le trottoir, c'est pas encore fait et que du coup, devant, demain, il y aura eu la principale place du quartier avec des jeux, des tas de raisons de venir, des équipements sportifs, avec la mairie à côté refaite, l'école refaite, les abords refaits, les bâtiments réhabilités et 200 logements nouveaux construits. Donc c'est vraiment l'articulation du projet. C'était impossible de traiter le cœur du quartier sans traiter le centre commercial. Et quel est le retour aujourd'hui des habitants et de ceux qui ont participé peut-être à la concertation et qui aujourd'hui découvrent ce projet de renouvellement urbain? J'ai envie de m'envoyer des fleurs, c'est plutôt positif. Non, au quotidien, on s'attache à ce qui ne fonctionne pas, puisqu'on essaie de le résoudre. Donc les problématiques, c'est toujours les commerçants qui attendent quand même les nouveaux logements. Il y en a eu déjà une opération de livrée, la deuxième viendra dans quelques mois. Voilà. Il y a quand même une attente parce qu'il y a quand même il y a besoin d'habitants pour faire tourner le chiffre d'affaires. Donc côté commerçant, il y a encore une tension qui est légitime. Côté habitant, oui, l'engagement est tenu, d'autant que il y avait des problématiques aussi de sûreté, de sécurité sur l'ancien centre commercial qui sont quand même beaucoup résorbées sur le nouveau. Donc oui, il y a une grosse évolution et elle est très positive. Ouais. Comment vous avez fait pour résorber ces problèmes de sécurité? Déjà, il y a la forme et puis il y a les commerçants qui ont été sélectionnés avec la NCT, c'est-à-dire il y a un appel à projet, on filtre un petit peu, on ne prend pas n'importe qui, comme vous le disiez. À partir du moment où il y a une maîtrise sur l'attribution des baux, on ne va pas faire n'importe quoi. Et c'est ça qui a fait le tri, tout simplement. Et la forme urbaine aussi permet des interventions, la sécurisation, la mise à distance des dealers. Enfin, il y a des choses assez simples de sûreté. Et bien sûr, des moyens renforcés. Il est hors de question de livrer des équipements neufs et de ne pas mettre les moyens humains d'entretien, de surveillance, de contrôle. Voilà. Sur la vacance commerciale aujourd'hui dans ce quartier, comment vous êtes sur quel taux ou est-ce que effectivement les commerces sont actuellement en tout cas occupés? Les attributions sont difficiles. Le contexte est difficile, c'est certain. Il y a un commerce qui a fermé, on va dire que c'est pas le plus grave, c'était le distributeur de billets. On a mis beaucoup de temps à trouver la supérette qui va là ouvrir en décembre. Donc ça, c'est aussi un gros bol d'air pour les commerçants, puisqu'il y a toujours besoin de locomotives, évidemment. Et il reste derrière une cellule sur laquelle on n'a pas trouvé preneur, effectivement. Pascal Madry, que vous inspire ce témoignage à Amiens? Et peut-être d'ailleurs sur les autres communes. En tout cas, je vois que sur chaque territoire, il y a un marché très performant. Oui. Donc ça, c'est un premier point commun. Et donc une vraie locomotive, parfois d'attraction régionale. J'entends aussi les loyers qui peuvent être très, très élevés à Mantes et ailleurs. Et de mémoire, j'avais 500 € pour les sous-locations les plus avancées. Donc on est sur des prix parisiens, en fait. Hein. C'est plutôt pas mal à Mantes 2. Donc ces éléments-là. Ensuite, je vois que dans chaque territoire, pour pouvoir amener ces projets de restructuration, il y a toujours un outil intégrateur. Alors ici, on va l'appeler l'Orcodine, ici la SEM, mais il y a cet opérateur, cet intermédiaire qui n'existait pas dans les années 80-90 quand on avait à travailler la question du commerce. Donc on peut dire qu'on a une ingénierie qui est montée à maturité sur ces sujets-là, mais avec malgré tout des questions opérationnelles qui subsistent. Alors il y a la question de la temporalité. C'est vrai qu'on a du mal à phaser encore le temps de livraison des coques avec l'évolution de l'habitat dans les quartiers. On a du mal aussi à aligner les bilans entre les bilans des aménageurs avec les bilans des promoteurs, quand en tout cas ces centres commerciaux, ces espaces commerciaux doivent revenir dans le privé. On a calculé à l'IVC que la restructuration d'un local en QPV, ça coûte à peu près 500 000 € par point de vente, en moyenne. Hein, ça peut être donc en moyenne. Là-dedans, vous avez beaucoup de coûts liés aux évictions. Voilà. Et donc pour une galette de 10 boutiques, le ticket, c'est 5 millions d'euros. Et avec des loyers de sortie qui, en général, sont autour de 120, 140, 150 €. Et puis, si on a une banque, on peut monter jusqu'à 200. Et donc, ce produit-là, avec ce coût et ces loyers de sortie, en fait, il n'intéresse pas d'investisseurs directement. Et donc, c'est là où ces intégrateurs sont très importants pour pouvoir aussi lisser les cycles et faire en sorte qu'entre l'intention politique et le marché,
eh bien, on ait quelque chose qui soit tenu, qui soit porté, un bien qui soit porté pour monter en maturité et pouvoir intéresser ensuite des promoteurs, des investisseurs. Je vois la Sodès dans la salle, par exemple. Je pense voilà, elle est habituée à ce type de perception du risque par rapport à ce type de centres commerciaux. Autre difficulté, c'est que parfois on pense, en restructurant le commerce dans un quartier de la politique de la ville, on pense faire du développement économique. Or, si on se trouve dans un quartier où on a dédensifié, et alors ça, c'est le paradoxe le plus surprenant. Et si on se trouve dans un quartier qui est un peu monté en niveau de revenus, c'est-à-dire où on a amené de la mixité, eh bien en fait, on érode la rente que j'évoquais tout à l'heure, la rente commerciale, la rente de proximité, en faisant venir moins de gens, et par ailleurs des gens plus mobiles qui vont arbitrer leur choix de consommation avec le Carrefour qui est juste à côté du quartier nord, des quartiers nord d'Amiens par exemple. Et quelque part, on met en difficulté un appareil commercial qui, certes, était peut-être obsolète, mal tenu, insécure, etc., mais qui, d'un point de vue économique, fonctionnait plus ou moins bien. Et voilà, on le met en difficulté, alors même que la stratégie développée, c'est celle du développement économique. Nathalie Auger, je veux bien qu'on prenne la direction de Mantes-la-Jolie avec effectivement nous expliquer comment vous avez repensé, maintenant qu'on a eu l'explication, l'historique du quartier, comment vous l'avez repensé, comment vous avez travaillé son renouvellement. Alors sur le renouvellement, il a été pensé pour un cadre de vie plus agréable, donc avec beaucoup plus de verdure, beaucoup plus d'aménagement d'espace public. Et également avec cette centralité commerciale qui était une véritable demande des habitants. Donc, nécessité de reprendre complètement ce carré bétonné qui s'était complètement dégradé. Pour ça, il nous a fallu quand même, on ne pouvait pas faire ça tout seul, donc il a vraiment fallu la synergie d'acteurs publics, mais également privés et engagés. Aussi, ouais. Gardez bien votre micro devant, pardon, je suis désolé. D'accord. Ouais. Donc, côté public, on a un pilotage fort avec les PFIF, qui est en lien également avec les PAMSA, donc l'établissement public d'aménagement de Seine-Aval, pardon. Et dans ce cadre-là, des cellules commerciales ont pu être achetées, remises sur le marché, de façon à pouvoir cadrer un petit peu l'activité que l'on souhaitait y remettre. On a également tout un projet de construction sur la partie nord-est de la dalle commerciale, avec la construction d'un immeuble qui aura 80 logements, mais également un nouveau centre commercial, un tout petit peu plus haut de gamme que ce qui existe actuellement, mais qui est demandé par la population, qui évolue également au niveau du quartier. Je ne l'ai peut-être pas dit, mais le quartier, c'est 22 000 habitants, donc la moitié de la population mantaise sur un tiers du territoire. Donc ça, c'est côté public. Côté privé, donc justement, on s'appuie sur la SOPEC pour investir sur le quartier et accompagner les commerçants. Et surtout, on a une très forte mobilisation de nos commerçants, tant sur le marché que sur les sédentaires. La plupart d'entre eux sont des gens qui ont grandi dans le quartier, qui se sont attachés au quartier, qui ont la nostalgie de ce que le quartier était par le passé. Pour autant, ils ne font pas forcément plus d'efforts pour améliorer les choses, mais il y a un véritable attachement à ce quartier. On a une petite dynamique, donc, et c'est là que notre travail intervient avec un travail d'articulation entre les commerçants, donc faire le lien entre le marché et le centre commercial sédentaire, et créer une synergie donc grâce à l'Office du commerce qui vient d'implanter une permanence dans la mairie de quartier qui est au cœur de cette zone-là, et qui permet de favoriser les échanges avec les commerçants et de monter en gamme sur ce quartier-là.
On a également un urbanisme transitoire qui a été réussi. Je remercie les filles parce que je les ai vues dans la salle. Je les ai vues, celles qui avaient travaillé sur ce projet-là, je les ai vues dans la salle tout à l'heure. Donc avec ramener de la verdure. Donc il y a eu des plantations de fêtes, des ombrières, des jeux au sol. L'idée étant que cette zone commerciale où les femmes ne font que passer très rapidement pour leurs courses deviennent une zone où elles peuvent se poser, où les enfants peuvent jouer, etc. Donc une salle de sport a été également créée. De nouveaux services se sont implantés. Vous avez maintenant un cabinet médical, des dentistes. Donc, et des services qui touchent tout le monde et notamment aussi les femmes, qui ramènent aussi les femmes sur ce quartier-là. On a également des commerces un peu plus traditionnels comme une boulangerie, mais là qui est monté en gamme également avec des machines de qualité, des produits qui sont dans l'air du temps. Donc tout ça, ça rentre, voilà, ça commence à émerger, mais c'est encore fragile. J'aimerais vous faire rebondir sur le partenariat public-privé qui est innovant. Quels sont les avantages concrets d'une collaboration public-privé sur un projet comme le vôtre ? L'avantage, il est avant tout financier, soyons lucides. Il y a des choses qu'on ne pourrait pas faire sans le privé, c'est clair. Et sur le travail articulatoire que vous avez pu mener entre commerce sédentaire et non sédentaire, ça m'intéresse. Comment se passe la concertation, l'échange là aussi, et comment vous arrivez à créer du lien entre le sédentaire et le non sédentaire ? Alors déjà, ça demande beaucoup de présence. Ok. Sur le terrain. Présence terrain, aussi bien par mes collaborateurs que par moi-même. C'est passé également par la création d'une association de commerçants du Val-Fouré. Il est plus simple de parler avec une association qu'avec la multitude de commerçants, parce que l'un vous dira bleu, l'autre rouge et le troisième vert. L'association est quand même censée apporter la ligne directrice choisie par la majorité d'entre eux. Et à partir de là, on a mis en place des animations. Donc, ils s'organisent des animations chacun de leur côté, mais il y a aussi des animations communes, mutualisées. Ce qui fait que le flux se fait très bien de l'un à l'autre. Oui, c'est ça le secret, c'est que finalement les deux fonctionnent ensemble en amenant tout à fait. Du public pour le non-sédentaire et le sédentaire sur un même espace. Et ça passe vraiment par l'animation. L'animation, c'est fondamental au niveau commerce, y compris pour le centre-ville. Enfin, je pense que c'est quelque chose qui joue énormément sur la dynamique commerciale. Pascal Madry, quels sont les ingrédients pour que ce partenariat, on parlait pour rebondir sur le partenariat public-privé, soit gagnant pour tout le monde, et l'importance d'un partenariat comme celui-ci? C'est un cas particulier, parce que les orchodines, on n'en a pas partout, dans tous les quartiers. Et puis cela a été dit ce matin aussi, bon nombre de commerces sont portés en fait aujourd'hui plutôt par les bailleurs sociaux. Donc là, on est plutôt dans un cas particulier. Je dirais que la problématique, c'est celle de la temporalité, là encore. C'est-à-dire que alors d'abord la transparence, mais c'est justement ce que permet une opération comme une orchodine. C'est un outil intégrateur qui intègre d'abord toutes les problématiques finalement urbaines, immobilières et sociales qui se posent au quartier. Donc on a un dispositif qui orchestre au moins ces différents axes. On évite la politique de silo. C'est un dispositif intégrateur aussi au sens où on a toutes les parties prenantes qui discutent sur tout le fil de l'opération. Donc on n'a pas l'investisseur en fin de course que l'on sollicite quand tout est livré, que bah oui mais en fait non. Donc voilà, c'est la vertu de cet outil. Après, il faut résoudre l'équation financière et donc ces fameux déficits d'opération. Je crois que vous êtes au début de l'histoire. La négociation avec la SOPEC, elle va avancer elle aussi, et notamment sur les prix de cession aussi. Et là, c'est pas le dispositif qui évidemment réglera tout ça, mais... Merci Pascal Madry. Frédéric Bonneau, peut-être nous présenter les projets concrets qui ont été réalisés et sur lesquels vous travaillez avec la SEM Saint-Denis Commerce.
Alors, ils sont de plusieurs ordres. On est évidemment intervenant sur les volets NPNRU et PNRCAD, qui sont pour la plupart, enfin pour la quasi-totalité, sachant qu'à Saint-Denis, on a plusieurs NPNRU. On a un NPNRU en centre-ville, qui est donc un centre-ville, pour celles et ceux qui le connaissent, très patrimonial, avec la basilique royale, avec la maison d'éducation de la Légion d'honneur, avec un bâti ancien qui est quasiment systématiquement visé par l'ABF du fait de la proximité de l'architecte des bâtiments de France, du fait de la proximité de la basilique. Et puis on a des QPV, comme par exemple celui des Francs-Moisins, qui sont donc un grand ensemble de 10 000 habitants, donc des choses assez diverses. Nous, on intervient sur tous les volets. On peut intervenir en VFA sur un programme de promotion. C'est le cas, en ce moment, on travaille avec ICAD sur un programme de promotion qui sortira en 2028 et qui nous a permis d'acquérir une coque commerciale de 300 mètres carrés à la sortie d'un métro que nous avons déjà pré-commercialisé auprès de Picard. Voilà, hein. Picard va ouvrir au Front Populaire et vous le savez toutes et tous, quand vous parlez Picard aux habitants, les yeux brillent. Donc c'est un marqueur important d'une attractivité commerciale et territoriale un peu retrouvée. On peut aussi intervenir sur des opérations d'opportunité, et c'est là que je pense que pour le coup, le véhicule juridique de la SEM, qui est avant tout une société anonyme à conseil d'administration, donc régie par le Code du commerce et non pas par le Code général des collectivités territoriales, permet, je vais le dire avec prudence, une certaine souplesse et une certaine flexibilité que les collectivités territoriales n'ont pas. On est capable, quand on a par exemple un propriétaire privé, ça arrive, qui nous dit écoutez, je voudrais me débarrasser de mes investissements fonciers à Saint-Denis, j'ai 5 commerces là, mitoyens, je voudrais bien les vendre. Et pourquoi pas les vendre à un opérateur paramunicipal. Bon, là, il faut aller vite, il faut négocier le prix, c'est parfois pas simple, et puis il faut surtout aller vite derrière pour aller à la signature, solliciter les prêts, et ça, c'est vrai que les SEM ont une souplesse et une flexibilité que les collectivités territoriales n'ont pas. Et les troisième élément, on en parlait d'ailleurs tout à l'heure avec Madame l'adjointe au maire lors du café d'accueil, c'est notre capacité à nous, les SEM, à pouvoir s'imbriquer dans les programmes de rénovation urbaine très en amont. On a des aménageurs, alors ça peut être des SEM d'aménagement, ça peut être aussi par exemple la Soreca, qui intervient beaucoup à Saint-Denis, qui négocie pour le compte de la commune du foncier avec les promoteurs. Et dans l'acte de cession du foncier, les SEM peuvent être prépositionnés comme avec une forme de droit de préférence pour pouvoir acquérir, pas forcément, mais en tout cas c'est à elles qu'on le demandera en premier, acquérir les cellules commerciales nouvelles à un prix capé, cohérent avec les prix des domaines, ce qui permet, et ça c'est intéressant, de faire de l'anticipation sur la commercialisation, qui permet de faire de l'anticipation sur le schéma commercial qu'on veut, sur le plan de commerce qu'on veut installer, et qui permet aussi, je terminerai là-dessus, à la SEM d'intervenir sur la matérialité du local, la façon dont le local commercial doit être organisé, extraction, pas extraction, attention à ne pas mettre un escalier de desserte en plein milieu du local qui aurait tendance à compliquer sa commercialité. Donc on a aussi, à travers ces opérations très en amont, qui ont pour défaut d'être attendues pendant très longtemps par les habitants, parce que ça prend du temps, hein, 3, 4, 5, parfois 10 ans, projet de rénovation urbaine, mais ça permet aussi d'anticiper et de ne pas laisser... je terminerai par ce bon mot, la fameuse main invisible du marché faire son œuvre, parce qu'il est très clair qu'en matière de revitalisation commerciale, la main invisible du marché, c'est vraiment pas du tout la bonne solution. Merci Frédéric. Pascal, Madrid, l'anticipation, c'est une des clés de réussite et l'arrivée très tôt peut-être des différents acteurs dans les projets, dans les échanges, la discussion, c'est un facteur clé de réussite ou Nathalie apparaît sans problème. Enfin, je ne vais pas dire le contraire. Mais c'est simple d'intégrer tout le monde en amont et très tôt dans les projets. Alors, non. D'abord, on ne l'a pas fait quand les quartiers ont été conçus, encore une fois. Enfin, on n'avait pas imaginé le commerce qui allait ouvrir et avec l'évolution de son environnement donc à l'époque. Aujourd'hui,
parfois dans certaines études de marché, on peut voir que Internet n'est pas du tout pris en compte, et donc peut-être qu'il y a aussi ce risque-là. Donc anticiper les comportements. Une opération de restructuration de commerce, c'est à minima 3 ans, 5 ans si tout va bien, et parfois on peut même aller jusqu'à 10 ans. 10 ans, c'est la durée d'un bail, c'est quasiment un cycle, c'est un cycle immobilier, et en 10 ans, les comportements de consommation évoluent considérablement. Il y a 10 ans, dans les centres-villes, on comptait un commerce sur 3 dans le textile, aujourd'hui on n'en a plus qu'un sur 5. Ça veut dire que si on sort aujourd'hui un centre commercial de centre-ville pensé il y a 10 ans, on l'imagine avec H&M, Zara, etc., alors que ces acteurs partent. Donc oui, c'est difficile d'anticiper, et en tout premier lieu, l'usager final de ces équipements que l'on restructure, qui sont donc les commerçants. Nathalie Auger, François, après Huchot. Allez-y, Nathalie Auger. Oui, je pense qu'effectivement, plus on se fédère tôt, plus le projet va avoir du sens et va pouvoir sortir plus vite. Le plus long, c'est de se fédérer aussi. Oui. Ça va être d'accord. François Huchot, sur cette question de l'anticipation, de réussir à fédérer les acteurs en amont. Mais même quand on est tous d'accord, il y a des délais incompressibles. Vous parliez pour la SEM, c'est plus facile, mais sur DAL, avec des copros, des déclarations d'utilité publique, des négociations, des délais juridiques, des accords à trouver sur les prix. Vous parlez de 500 000 euros, c'est très long pour le privé, mais pour un élu aussi, 500 000 euros par commerce, pour deux commerces, je vous refais une super belle rue. On gagne aussi des élections avec des belles rues. Hein. Et donc c'est difficile de mettre tout le monde sur la table, autour de la table, pardon, et y compris même les commerçants, quand bien même, voilà, on parlait des locomotives, ne pas perdre les locomotives, ne pas perdre le pharmacien, ne pas perdre le supermarché. Mais quand on lui dit vous êtes d'accord pour aller avec nous dans le projet, bah c'est bon, on signe et on fait ça dans 10 ans, c'est ridicule. Donc il faut se mettre autour de la table, mais c'est impossible d'être... voilà, 5 ans, c'est un très bon délai. Et c'est aussi du coup important d'être souple. Si je reviens sur mon exemple, en fait, il y a beaucoup de centres commerciaux sur lesquels on travaille à Amiens Nord et en général à Amiens, mais je vais rester sur le Colvert. Il y a 4 cellules commerciales qui auraient dû être faites, qui n'ont pas été faites. Voilà, on s'est adapté au fil du projet. Il y a une question, on vous invite à poser vos questions pour cette table ronde. Il nous reste une vingtaine de minutes. Pour vous, justement, à Amiens, comment s'est faite la maîtrise foncière de l'ancien centre? Les anciens commerçants ont-ils été expropriés? Voilà, une question qui est arrivée. Oui, il y avait 29 locaux commerciaux et il y avait des propriétaires à peu près pour tous, même s'il n'y avait pas toujours des exploitants. À la fin, il n'y a qu'un seul propriétaire. Enfin, il y en a 2, il y a la NCT et Claisance, donc il n'y a plus de propriétaires, il y a bien expropriation. Quant aux commerçants, il y a eu autant que possible en fait, des transferts. Et finalement, il y a moins de commerçants transférés que ce qui avait été convenu, y compris avec les commerçants qui étaient d'accord sur le principe, pour des questions de coût, pour des questions de temps, et puis aussi d'évolution. On est lent, mais en 4 ans, quelqu'un peut décider de prendre sa retraite, vendre, changer de vie. Voilà. Donc, le projet a évolué et effectivement, le commerçant, qu'il ait raison ou qu'il ait tort, fait savoir quand il n'est pas content. Et donc, c'est aussi un poids dans le travail au quotidien. Et tout ça pour m'amener à dire qu'entre les coûts, la pression que peuvent mettre les commerçants, la durée, il y a une question de portage politique en creux, pas du tout en creux d'ailleurs, qui est indispensable. C'est vraiment important que les élus soient convaincus de l'utilité du projet et qu'on s'y tienne jusqu'au bout. Donc pour finir avec mes exemples, sur Amiens, il y a le centre commercial du Colvert, il y en a un autre sur Rollin sur lequel on travaille, voilà, qu'on va maintenir, qu'on va sauver, qu'on va qualifier, mais il y en a d'autres qu'on supprime. Hein. Qu'est-ce qui manque finalement? Qu'est-ce qu'il reste à faire pour tous les deux sur Mantes et Amiens pour que vos projets respectifs soient totalement réussis, soient complètement réussis? Nathalie Auger. Il reste encore pas mal de choses à faire. Ce qui reste à faire, c'est donc la rénovation des commerces déjà, ce qui est en passe de se faire avec un urbanisme transitoire qui va nous permettre de passer ce cap en douceur, en ramenant et puis surtout qui va leur permettre aux habitants et aux commerçants d'avoir une préfiguration de ce qui va se passer, de ce qui va être après. Parce que là, c'est aussi très compliqué de travailler avec des gens qui n'ont
pas idée de ce qui va se passer et qui du coup sont très inquiets, que ce soit la population ou les commerçants. Donc cet urbanisme transitoire est aussi quelque chose qui facilite le travail par la suite. Qu'est-ce qui va nous permettre de réussir? C'est toujours une volonté politique forte, hein, donc il faut maintenir le cap. Et puis, ce partenariat reste indispensable. Voilà. Après, tout dépendra des finances qui nous attendent. François Huchot, sur cette question, de ce qu'il reste à faire. Accélérer. Oui. Comment? Accélérer. Et comment? On monte en compétences, on essaie de garder. C'est vraiment des choses très simples que je vais dire. Il y a des gens avec qui on travaille bien, des partenaires à la NCT, des partenaires même au sein de la collectivité, du réseau local. Il faut s'appuyer sur cette montée en compétences pour quand on attaque, si je puis dire, un nouveau centre commercial, faire en 4 ans ce qu'on a fait en 5. Il y a une question qui a été posée. Au-delà du montage initial des opérations, quels sont les outils utilisés lors des sessions de bail ou de fonds de commerce? Qui veut répondre à cette question? Qui peut répondre? Allez-y. Oui. Alors, nous on est une SEM foncière, c'est-à-dire que pour l'instant, mais ça peut changer, on est en train d'y réfléchir, on ne travaille qu'à l'acquisition de murs, c'est-à-dire à une maîtrise foncière totale et primaire. La question qui est posée, elle est très bonne, parce que fondamentalement, elle pose la question sous-jacente du portage des actifs. Et ça, nous sommes en train d'en discuter avec nos partenaires de la Banque des Territoires, puisque dans le plan d'affaires initial de la foncière de Saint-Denis Commerce, le portage des actifs était prévu entre 7 et 10 ans, c'est-à-dire qu'il était prévu, au bout de 7 à 10 ans, de proposer la revente des murs aux commerçants installés, et qui a donc a priori tenu le choc, puisqu'il est encore là 7 à 10 ans après, pour nourrir une noria de fonds propres reconstituée avec, on l'espère, une petite plus-value de cession qui permettent d'acheter de nouveau des locaux. Le problème que pose le maire de Saint-Denis, et il a bien raison, c'est de dire qu'à partir du moment où on a injecté de l'argent public dans des schémas de maîtrise foncière, qui sont des opérations de long terme, au moins pour les 3-4 premières années déficitaires, quel sens y a-t-il à un moment donné, perdre cette maîtrise foncière et prendre le risque, en revendant les murs à un commerçant qui a réussi, de lui redonner la possibilité de les vendre à, par exemple, une activité commerciale qu'on ne veut plus, ou même, ironie du sort, qu'on aurait 10 ans auparavant chassé pour acheter les murs et installer autre chose à la place. Donc ça, c'est un vrai sujet, un sujet de maîtrise foncière sur le long terme, qui pose évidemment des questions de capacité d'investissement et de recapitalisation des outils comme les nôtres. On est en train d'en discuter et on pense que il ne faut pas faire ça sur absolument tous les actifs. Nous, on est en train de réfléchir à des classes d'actifs, c'est-à-dire des actifs jugés trop stratégiques pour qu'on puisse à un moment donné les céder et qui nécessitent donc un portage de long terme, et puis des actifs sur lesquels on peut être un peu plus souple en la matière, aussi parce qu'il faut rémunérer les actionnaires, hein, je le redis, hein, une SEM, c'est une société d'économie mixte, une entreprise publique locale, mais c'est aussi et avant tout une société anonyme à conseil d'administration censée générer du bénéfice et rémunérer à un moment donné des actionnaires. Donc on est aussi dans ce jeu de l'économie réelle, on n'est pas une économie administrée, et il faut aussi penser à ça. Mais il faut tenir les deux bouts de la chaîne. Il faut tenir le bout de la chaîne du retour sur investissement, le fameux tri de nos actionnaires, mais il faut aussi tenir le bout de la politique publique, de l'argent public qui a été mobilisé, et souvent beaucoup dans ces affaires, qui ne doit pas être dilapidé par une opération de cession qui se passerait mal ultérieurement. Pascal Madry, vous vouliez réagir? Oui, en fait, c'est le cœur de l'équation économique et de la pérennité aussi de ce type de politique de restructuration de centres commerciaux. Donc, je disais tout à l'heure 500 000 euros par point de vente, sachant qu'en gros, on est à 50% de subvention publique. Donc 200, voilà. Est-ce que l'on va... Et alors, c'est les derniers chiffres que j'ai pour les QPV. Je crois qu'il y a à peu près 25 000 commerces dans les QPV. Alors, c'est de vieilles statistiques datant de l'Observatoire des zones urbaines sensibles qui
qui a disparu. Mais donc, voilà, à peu près 25 000. Si on imagine qu'il y a à peu près la moitié du parc à rénover avec un ticket de 250 000 € d'argent public sur chaque point de vente, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, il y a un sujet autour aussi de la propriété commerciale. Donc le droit au bail, et puis aussi donc les plus-values que notre commerçant peut faire ensuite en cédant ses murs, alors qu'il y a eu cet effort public, effectivement. Donc nous, du côté de l'IVC, nous on essaie de travailler à la définition d'un nouveau bail. On va lancer nos ateliers sur le sujet là très prochainement, inspiré de ce qui peut se faire dans l'habitat avec le BRS. Alors il existe le BRS d'activité, mais qui ne peut pas s'appliquer à un commerce, puisque du fait de cette propriété commerciale. Donc on va essayer de voir si on ne peut pas aller un peu plus loin et sur ces sujets de démembrement, et permettant donc à la collectivité de garder ce qui relève de la propriété, et là où il pourrait y avoir des plus-values indues sur l'investissement public. Mais je dirais qu'on n'a pas le cadre, on n'a pas le régime des baux adéquat pour éviter, pour le moment, cette captation de la création de valeur par l'usager des locaux. Je vais le dire comme ça. Nathalie Hugy, vous souhaitiez réagir? Pour parler du projet et la rénovation urbaine et de l'ensemble du projet que vous menez à Mantes-la-Jolie dans le quartier du Val-Fouré, est-ce que ce modèle, est-ce que vous avez créé, est réplicable et comment finalement on peut l'adapter ailleurs, différemment? Alors, je pense qu'il est adaptable, ouais. Mais sous certaines conditions et en prenant en compte les spécificités locales. À mon sens, il y a 3 conditions qui sont incontournables. C'est le portage politique. S'il n'y a pas un portage politique fort, ça ne fonctionnera pas. Il faut également une rentabilité économique. Sans rentabilité économique, vous ne ferez pas venir de porteurs de projets, d'investisseurs. Donc, surtout si vous voulez monter en gamme et si vous voulez avoir une variété commerciale plus forte, il faut faire venir des gens qui n'ont pas l'habitude de venir dans ces quartiers-là. Donc, il faut vraiment avoir cette rentabilité économique. Et encore une fois, l'urbanisme transitoire est très important puisque c'est lui qui va donner la note de ce que ce sera plus tard et donc qui va faire venir également des gens. Voilà. On va pour tous les trois un temps de conclusion ensemble. Peut-être François Huchot, peut-être sur cette question aussi du modèle et de ce que vous avez fait. Peut-être aussi quel conseil donner à une collectivité qui serait confrontée aux mêmes enjeux que vous. Par où commencer? Comment peut-être que vous êtes retrouvé face à des grands défis à relever et quels sont-ils et finalement quels conseils vous pourriez donner? On va commencer par le politique, puisqu'il faut prendre la mesure de ce dans quoi on s'engage, du temps long, au-delà même du temps du mandat, et donc de l'investissement que ça prendra chaque année, et des conséquences à long terme. Donc le premier, c'est s'assurer du portage politique. En général, la conviction est là, l'intérêt à faire est là, mais quand on prend la mesure de ce que ça représente, ça peut être plus dur. S'entourer. Voilà, moi je suis aménageur, un peu urbaniste, mais enfin le commerce est quand même un monde à part, donc il y a des compétences à aller chercher, il y a des bureaux d'études, des AMO, et puis trouver le bon partenariat pour Amiens. Effectivement, je dirais que c'est idéalement avec des coques indépendantes à démolir et des choses nouvelles à construire. Clairement, la NCT c'est le bon partenaire. Mantes-la-Jolie c'est différent, mais effectivement il faut, quand vous le disiez, il faut dès le début avoir le partenariat. J'ai dit que c'était difficile, mais il faut quand même chercher à l'obtenir, et donc il est impossible de penser à un projet dont le cœur va être le pôle commercial si on n'est pas certain qu'il va y en avoir un. Merci. Frédéric Bonneau, quelques mots de conclusion. Je ne reviens pas sur le portage politique, il est évidemment absolument fondamental. Quand le maire est président de la SEM, c'est tout de suite plus simple. Quand vous allez parler aux gens, les gens comprennent vite qu'ils parlent au maire, quelque part. Et que donc, la parole engagée par une opération portée par la SEM, c'est une parole municipale, c'est une parole publique forte. Et pour le coup, pour revenir sur cette histoire de rentabilité, ça a un peu tendance à rassurer les promoteurs. Quand une SEM foncière municipale dit « moi, la coque de rez-de-chaussée de votre programme immobilier,
c'est moi qui l'achète. Enfin, généralement, c'est le maire qui lui dit, hein, au moment où on discute du permis de construire, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que le maire, il a une compétence commerce qui est un peu théorique, mais il a une compétence extrêmement forte qui est la délivrance du PC. Et un maire astucieux, il peut obtenir des choses intéressantes pour son bras armé municipal qu'est la foncière. Donc, ça rassure quand même, hein. Alors, on achète sans doute moins cher qu'un opérateur privé, mais on commercialise pas n'importe quoi. Et je peux vous assurer qu'ICAD, quand on leur a dit, on a fait banco avec Picard, ils se sont pas gênés pour le dire à leurs postulants à l'achat de logement. Parce qu'évidemment, quelqu'un qui achète un logement dans un programme neuf, quand il sait qu'il y a un Picard en pas de porte, en rez-de-chaussée, c'est plus intéressant que, allez, je sais pas moi, un bar ou un restaurant avec des livraisons Uber et du boucan jour et nuit. Deuxième élément qui me semble important, c'est quand même renforcer le pouvoir des maires. Ça a été dit par Monsieur le Ministre, ça a été dit par plusieurs opérateurs présents. Le pouvoir des maires doit être renforcé. On n'a pas parlé du tout, je crois que le mot n'a pas du tout été prononcé jusqu'à présent, donc je le fais. On n'a pas parlé du mécanisme des préemptions. La question des préemptions, aussi bien sur les murs que sur les baux, doit être quelque chose qui doit être, à mon avis, regardé avec plus d'attention, parce que autant sur les murs, il y a une dureté foncière. Je sais qu'à Saint-Denis, il y a une dureté foncière sur les murs. C'est difficile de capter des murs auprès de bailleurs privés. Les murs ont été acquis il y a très longtemps, ils sont amortis, les rendements locatifs sont tellement énormes que d'un strict point de vue économique, le bailleur privé, il n'a pas du tout envie de vendre ses murs. Par contre, il y a une rotation des baux importante. Et c'est vrai que des mécanismes de préemption facilités sur les baux, ils existent, hein, mais avec beaucoup de contraintes et de la jurisprudence de plus en plus dure sur les changements de destination, etc., etc. Et là-dessus, il y a sans doute quelque chose à faire pour que les maires puissent plus facilement préempter et éventuellement déléguer leur droit de préemption aux outils comme les SEM, ce qu'on est, nous, en train de réfléchir à faire à Saint-Denis. Merci beaucoup. Pascal Madry. Oui, allez-y. Sur les bailleurs sociaux, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé ici, sont les premiers propriétaires de rez-de-chaussée commerciaux en France. Avant toutes les foncières privées. Je prends l'exemple de Paris, parce que c'est le plus documenté. Si on prend donc les 3 bailleurs, RIVP, SIEMP et puis Paris Habitat, c'est 6000 rez-de-chaussée commerciaux en gestion. Mieux que Unibail et Clépierre réunis. Donc, des propriétaires qui pèsent. On entendait tout à l'heure France Urbaine questionner le ministre sur la notion de loyer plafonné. De fait, les bailleurs sociaux pratiquent des loyers, alors plafonnés non, mais modérés. Et on est dans une fourchette en général entre 100 et 150 euros du mètre carré par an. Rien à voir avec les 300 euros qu'on va demander dans un centre-ville de taille moyenne ou les 20 000 euros qu'on peut demander sur les Champs-Élysées aujourd'hui. Ce sont des acteurs qui s'inscrivent dans le long terme, aussi parce que certains d'entre eux ont un patrimoine inaliénable et donc pas de réflexion en termes de plus-value, de spéculative. Et donc là, c'est plutôt quelque chose qui peut rassurer et garantir des cycles plutôt maîtrisés. Et le dernier point sur la gestion locative, je pense qu'on l'entendra cet après-midi dans les ateliers, mais on voit un certain nombre de bailleurs aujourd'hui monter en compétence sur ce sujet-là et avoir véritablement des agences commerciales qui gèrent la relation avec leurs locataires. Alors, pardon de reprendre un nouvel exemple parisien, mais je pense à Paris Commerce, ce GIE mis en place justement par les 3 bailleurs et la ville de Paris pour assurer une commercialisation commune, collective de ce fameux parc des 6000 locaux. Et alors en plus, c'est efficace parce que si on prend le taux de vacances dans le parc de ces 3 bailleurs, il est aujourd'hui de 7% sur Paris, quand le taux de vacances commercial sur la capitale est, lui, de plus de 10. Donc, vous voyez, plus gros propriétaire, gestion patrimoniale long terme avec des loyers modérés, et tout ça avec une certaine efficience en termes de commercialisation. Donc, voilà, on parle de mouvement social de l'habitat, mais je pense qu'on pourrait même parler d'un mouvement social du commerce. En tout cas, les opérateurs semblent là. Merci beaucoup. Merci à tous les 4 de votre intervention pour cette dernière table ronde de la matinée.